Marc-Alphonse Forget, président de la Société d'archéologie et d'histoire du département de la Manche. Au nom de notre conseil d'administration, de nos présidentes et présidents de section, de leur conseil d'administration, je vous souhaite la bienvenue à cette 18e visioconférence. Bienvenue à nos adhérents, mais plus largement, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour suivre cette conférence. Comme à l'accoutumée, je vais commencer par vous donner quelques informations concernant la société. Bien sûr, actuellement, notre priorité est à la préparation de l'événement historique 2023, les rencontres départementales de l'histoire que nous préparons en partenariat étroit avec les archives départementales et avec le pays d'art et d'histoire du Clos du Cotentin. Cette manifestation aura lieu à l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte, donc dans un cadre absolument exceptionnel, les 24 et 25 novembre prochains. Le thème « Les Irlandais et la Manche, liens culturels et historiques ». Pour participer à cette manifestation, l'inscription est obligatoire. Il suffit de vous rendre sur le site de la société shmmanche.free.fr. Vous allez à la rubrique « Rencontre départementale de l'histoire » et vous pouvez télécharger le programme et la fiche d'inscription. Je vous indique également qu'il y aura sur place des possibilités de restauration et dans le cadre des disponibilités, des possibilités d'hôtellerie. Il y a une vingtaine de chambres, 13 chambres pour une personne, 8 chambres pour couple. Nous en avons déjà une douzaine qui sont retenues, donc il reste encore quelques possibilités d'hébergement sur place. Le fascicule 261 de la Revue de la Manche est paru. Vous avez dû le recevoir pour celles et ceux qui sont abonnés. Et le prochain fascicule, donc fascicule 262, vous le recevrez normalement vers la fin du mois d'octobre. Je voulais également vous indiquer que l'ouvrage de Rodolphe de Mons, L'Aigle de Gueule, survol au-dessus du temps, a été un véritable succès au niveau des ventes, puisqu'à ce jour, il nous reste tout juste une petite vingtaine d'exemplaires disponibles à la vente. Ça montre donc l'intérêt important qu'a provoqué cet ouvrage. Nos 3 sections, donc Granville, Saint-Lô et Valognes, vous proposent un beau programme d'animation pour les 4 derniers mois de l'année, entre 12 et 15 conférences, plusieurs sorties. Vous vous reportez sur le site de la société ou sur le site des sections. Et je rappelle que les activités qui sont développées par une section sont bien sûr accessibles à l'ensemble de nos adhérents, quelle que soit leur section d'appartenance. Et depuis maintenant une année, chaque début de mois, sur le site de la société et par mail, nous vous informons de l'ensemble des activités, sociétés et sections. Vous indiquez également que nous avons repris début septembre les émissions sur la radio RCF. Nous sommes repartis donc pour 10 émissions, à cheval donc sur 2023 et 2024. La première a été enregistrée fin août et mise en ligne. Vous pouvez la podcaster sur notre site ou sur le site de RCF. C'est un interview avec Chantal Procureur sur le thème de l'histoire des bains, de l'histoire balnéaire dans notre département de la Manche entre 1800 et 1939. Et sur ce même thème, il y aura une deuxième émission début octobre. Il est intéressant de noter, c'est une information qui nous a été communiquée par la radio, notre émission, donc Histoire normande, est sur le département de la Manche la première ou la deuxième en termes de score concernant les podcasts. Vous signalez également que nous avons mis en place un partenariat avec l'AMOPA, donc
l'association des médaillés de l'Ordre des Palmes académiques, et en liaison avec sa présidente, sa nouvelle présidente, Edrou Nomon, nous avons décidé de construire ensemble, chaque année, 2 à 3 événements qui grouperont généralement une conférence et une sortie. Et bien sûr, ces événements seront ouverts à l'ensemble de nos adhérents. Alors, revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous sommes réunis donc pour une nouvelle visioconférence et c'est avec un très grand plaisir que j'accueille à nouveau, puisqu'il était avec nous il y a tout juste un an, Jean-Louis Benoît. Il y a un an, Jean-Louis nous avait parlé de ce personnage le plus connu de notre département, Alexis de Tocqueville. Il nous en avait parlé en s'intéressant, je dirais, à la dimension manchoise d'Alexis de Tocqueville, au travers à la fois de ses mandats de député et de ses mandats au niveau du Conseil général. Et aujourd'hui, Jean-Louis Benoît va nous parler de son père, Hervé de Tocqueville. Le thème de la conférence, c'est Hervé de Tocqueville, le pater familias et l'homme de la Restauration. Je rappelle que Jean-Louis Benoît est membre de notre société, il est rattaché à la section de Granville, il est agrégé de l'université en lettres, il est docteur en histoire et ancien professeur aux classes préparatoires aux grandes écoles. Jean-Louis Benoît est incontestablement le grand spécialiste d'Alexis de Tocqueville, pas moins de 13 ouvrages, et c'est un spécialiste qui est reconnu, je dirais, de plus en plus reconnu au niveau international, puisqu'il est actuellement notamment sollicité au niveau du Brésil, oui, et de l'Espagne. Au niveau de l'Espagne, pour les aider dans la préparation et la réalisation d'études écologues. Il a bien sûr réalisé de son côté quantité de conférences, quantité de colloques consacrés à Alexis de Tocqueville. Donc si on parle beaucoup d'Alexis de Tocqueville, bien sûr, on parle beaucoup moins et on connaît beaucoup moins son père, Hervé de Tocqueville. Or, et Jean-Louis va nous le montrer, Hervé de Tocqueville a été un personnage important. Déjà, par rapport à Alexis, nous verrons qu'il y a une proximité très grande qui s'est installée entre Hervé et Alexis. Et incontestablement, Hervé a participé à l'éducation, à la formation d'Alexis. Et les deux hommes resteront extrêmement proches tout au long de leur vie. Et Jean-Louis Benoît va également nous montrer le rôle important qu'a joué Hervé sous les deux restaurations, puisqu'il a notamment occupé des responsabilités préfectorales importantes. Il a su aussi, et nous le verrons dans la fin de la conférence, porter un œil critique sur ces restaurations. Donc je vais laisser le relais à Jean-Louis et nous nous retrouverons en fin de conférence pour répondre aux questions de nos auditeurs et de notre public. Et puis ensemble, nous tirerons les conclusions de cette conférence. Jean-Louis, je te passe le relais. Oui, merci Marc-Alphonse de cette présentation. Et donc, je vais évoquer aujourd'hui la personnalité d'Hervé de Tocqueville, le père d'Alexis. Au cours de mes travaux sur Tocqueville, très souvent, dans les textes, les gens se plaignaient, mes auteurs, les spécialistes, que justement les mémoires d'Hervé de Tocqueville n'aient pas été publiées. C'est donc ce à quoi j'ai voulu remédier. Et donc vous présenter effectivement en deux temps, d'une part la vie familiale d'Hervé de Tocqueville et d'autre part l'action préfectorale d'Hervé de Tocqueville sous la Restauration. Alors voilà, donc on va voir ses parents, l'enfance de Tocqueville, d'Hervé au collège d'Harcourt, de la jeunesse à l'âge adulte, orphelin à 13 ans, la période révolutionnaire, on va voir ces éléments en détail. La prison est le moment où une partie de la famille est exécutée. Ensuite, à la fin de cette période-là, la famille Hervé de Tocqueville s'installe à Verneuil-sur-Seine, où la famille vit pendant 10 ans.
Et ensuite, sous la Restauration, eh bien, il entame une carrière politique de préfet, de préfet de Louis XVIII et de Charles X. Il occupe successivement la préfecture d'Angers en 1814, celle de Beauvais, celle de Dijon. Il est nommé ensuite à Metz, c'est là où il reste le plus longtemps en poste et où Alexis passe 3 ans en vie commune avec son père. C'est vraiment une période fusionnelle où c'est là où Alexis apprend tout ce qui va faire de lui un spécialiste de pensée et d'action politique. Ensuite, la préfecture d'Amiens et celle de Versailles. Il a fait une carrière, c'est le top niveau, près de Charles X. Puis, il est nommé pair de France et ensuite, il part à la retraite. Voilà, vous trouvez les éléments. Alors, tout ce travail a été fait dans l'édition que j'ai faite, que nous avons faite à 3, des mémoires d'Hervé de Tocqueville, que vous pouvez trouver et télécharger gratuitement sur le site des universités québécoises que vous avez ici. Et ensuite, vous pouvez aussi trouver le livre il y a eu une édition qui a été faite par les archives départementales, une très belle édition que vous pouvez vous procurer. Donc, Hervé de Tocqueville, il est le dernier descendant d'une lignée de la famille, les Clérel, de Jumièges, puis de Rampant, qui deviennent de Tocqueville en 1661. Et il est le dernier de la famille, il est le dernier survivant. Il dit: mon grand-père, Charles Clérel, seigneur d'Auville, comte de Tocqueville, a eu 3 enfants, 2 fils et une fille, Marie-Françoise de Clérel de Tocqueville, née en 1726 et mariée à M. du Rosel, Hainaut. Elle est morte sans postérité. L'aîné des 3 enfants, c'était Georges René, qui est tué à la bataille de Luttenberg, et qui avait un enfant qui est mort à 10 ans, à la suite d'un accident. Et donc Bernard Bonaventure de Tocqueville, Clérel de Tocqueville, le père d'Hervé, était le dernier représentant. Et il a eu un seul fils, c'est Hervé. Mon père, écrit Hervé, était le cadet des 2 frères. Son éducation fut donc négligée, suivant les usages du temps. Le fils aîné était l'héritier de la fortune. Et voilà le blason, vous avez ici le blason des Tocqueville. Donc Hervé était le dernier représentant d'une lignée qui allait s'éteindre. Voilà, et il l'écrit dans ses mémoires, puisque donc c'est ces mémoires que je prends comme élément de référence. Ainsi, votre existence, mes enfants, était renfermée dans les secrets de la Providence. Il fallut que la famille de notre oncle disparût pour que la nôtre se renouvelât. Notre race allait s'éteindre si mon père ne prenait le parti de s'établir. Il épousa en 1753 Catherine de Damas-Crux, la grand-mère d'Alexis. Le couple n'eut qu'un enfant, Hervé de Tocqueville, né à Menou, dans la Nièvre, le 7 août 1972. C'est donc le dernier et le premier de la lignée qui va suivre. Alors, Hervé de Tocqueville écrit ses mémoires. Il dit: j'écris ces mémoires à la demande de mes fils. Les 3 fils qui lui ont dit: écoutez, père, ou écoute, puisque vous avez traversé toute cette période-là, mettez par écrit vos mémoires. Et donc il met ses mémoires par écrit, et manifestement, il pensait bien que ça pourrait être publié. Et il y a des indices qui montrent que le livre pouvait être publié. D'ailleurs, Hervé de Tocqueville a publié 2 ouvrages au moins. Mon père, alors Hervé de Tocqueville, est né le 6 janvier 1776. Son père est expiré en 1976, il est né en 1972, laissant une veuve de 23 ans et un seul fils de 3 ans et demi, lui, qui semblait devoir le suivre dans la tombe. Hervé est élevé par sa mère au château de Tocqueville. C'est là, dit-il, que j'ai passé les heureuses premières années de ma vie. Tocqueville me semblait charmant. Alors, à 8 ans, donc il est élevé par sa mère, et à 8 ans, on l'enlève pour son éducation, on l'expédie au collège d'Harcourt, qui est le collège d'Harcourt à Paris,
où l'on lui donne un premier précepteur pour s'occuper de lui, et ce premier précepteur est un méchant homme, un grand abbé à figure sévère, espèce de philosophe encyclopédiste, qui ne croyait en Dieu que tout juste ce qu'il fallait pour ne pas paraître athée. Bon, voilà, nous sommes à la limite du XVIIIe siècle, c'est dans l'air du temps. Puis un second abbé, Louis Le Sueur, né le 1er novembre 1751, alors homme spirituel, encore jeune, qui m'inspira de la confiance aussitôt que je le vis. Une amitié profonde s'installa alors. Elle a duré, dit, écrit Hervé, 50 ans, jusqu'à ce que la mort nous ait séparés. L'abbé Le Sueur est mort le 30 juin 1831. Alexis était dans son voyage aux États-Unis et il est éploré de la perte de l'abbé Le Sueur. Et l'abbé Le Sueur est mort au domicile d'Hervé de Tocqueville, à Saint-Germain-en-Laye, puisque Hervé de Tocqueville habitait à ce moment-là, à Saint-Germain-en-Laye. Au printemps 85, donc, Hervé a 13 ans cette fois-ci, et cette fois-ci c'est sa mère qui décède. Il perd sa mère de la petite vérole, et le pauvre il assiste bien sûr à l'agonie de sa mère. Enfin, on lui ferme la porte, mais il entend les hurlements de douleur de sa mère, et donc il se retrouve tout seul. Il n'a plus de famille, de sa famille directe. Heureusement, il a l'abbé Le Sueur qui le protège, qui l'aide. Et à ce moment-là, on le confie à une la tante maternelle, la sœur aînée de sa mère, Marie-Adélaïde Charlotte Damas, qui avait épousé un homme très riche, Marie-Charles François-Xavier l'Allemand de Nantouillet. Et Hervé donc, est élevé dans cette famille-là, vit dans cette famille. Il est très très malheureux parce que cette famille-là, elle est riche, elle est prétentieuse, elle le méprise un petit peu. Donc, et à la fin, il dit à l'abbé Le Sueur de prévenir sa tante que si on continue comme ça, il va s'en aller parce qu'il ne peut pas supporter cette espèce de mépris, lui le petit provincial d'une famille riche avec toute une série de possibilités financières et qui le méprise profondément. Et à ce moment-là, il est ensuite, en 1788, donc il a 14 ans, il est expédié auprès du comte de Damas, au camp de Metz, où il est nommé comme aide de camp du colonel de Damas. Donc Louis, voilà la photo de Louis-Étienne François, comte de Damas-Croux, donc son oncle maternel. Alors, nous arrivons à la période révolutionnaire. Nous arrivons en 1792. La fuite du roi et son interception à Varennes ont constitué un tournant capital dans l'histoire de la chute de la monarchie française, et ça a accéléré l'émigration des nobles d'une partie de l'aristocratie, et ça amène la constitution de l'armée des princes qui s'installe pour partie à Bruxelles. Et les gens de la famille de Tocqueville, les membres lui demandent de venir les rejoindre à Bruxelles. Il n'est pas du tout pressé, finalement il y va, et là il est tout à fait horrifié de ce qu'il connaît, une vie complètement dissolue. Je me décidais d'aller les rejoindre à Bruxelles. L'émigration avait porté dans ce pays sa légèreté et ses vices. Les hommes séduisaient les femmes et les filles de leurs hôtes, et les conversations qu'ils tenaient à leur repas étaient d'un incroyable cynisme. La religion et la morale s'y trouvaient également outragées. Les jeunes femmes, qui n'étaient que galantes à Paris, c'est déjà pas mal, dégagées de toute surveillance de famille et de cette espèce de réserve que le monde impose, se livraient à un libertinage effréné. Les familles les plus honnêtes se hâtaient de consommer dans un luxe insensé les ressources qu'elles avaient apportées avec elles. Voilà, donc c'est un véritable désordre, et Hervé de Tocqueville décide de prendre la fuite ou de revenir en France, notamment parce qu'il y a le texte de loi qui précise que les biens des émigrés, s'ils ne rentrent pas dans le mois qui suit, seront séquestrés par la Révolution. Donc il rentre en France. Voilà, donc là, il revient à Paris et se fait inscrire dans la cavalerie de la garde constitutionnelle de Louis XVI. Les événements s'enchaînent. Le roi, alors on arrive donc le 10 août
92. Le roi est contraint, il y a une gigantesque manifestation populaire qui montre contre le pouvoir royal, et le roi est contraint de licencier la garde qui constitue sa seule véritable protection avec la garde suisse. Cette journée est catastrophique. Hervé est pris dans la tourmente. Il parvient à échapper aux patrouilles des sans-culottes qui promènent des têtes au bout des piques. Les partisans du monarque ne peuvent plus qu'assurer leur propre sauvegarde, puisque le roi a donné l'ordre aux troupes chargées d'assurer sa défense de déposer les armes. Alors voilà, c'est véritablement la mort, hein. C'est-à-dire que Louis XVI se condamne, comme il s'est condamné avec la fuite à Varennes, c'est un deuxième élément qui va l'amener à la condamnation à mort. Et il est emprisonné, Louis XVI est emprisonné avec sa famille au Temple, et à ce moment-là, Hervé organise la fuite de la belle-sœur. Il dit à la belle-sœur de se sauver, de repartir chez lui en Picardie, et il a raison parce qu'il l'a à peine fait qu'arrivent les troupes pour s'emparer de la belle-sœur, qui finalement s'exilera manifestement dans les îles anglo-normandes. Et ensuite il le rejoint dans un premier temps en Picardie, dans la famille de la belle-sœur. Et c'est à ce moment-là qu'après le 10 août, quand il est en Picardie dans la famille de la belle-sœur, que la famille Rosambeau lui rappelle un engagement qu'il a pris d'épouser Louise de Rosambeau. Louise de Rosambeau, c'est la petite fille de Malesherbes. Malesherbes, c'est le grand penseur, philosophe, homme politique, qui était président de la Cour des aides, et directeur de la librairie, un homme très important qui avait été l'ami des philosophes avant de devenir, quand les choses ont mal tourné, le défenseur de Louis XVI au procès de Louis XVI. Ce qui lui vaudra, et c'est très bien qu'il prend un risque, et ce qui lui vaudra d'être exécuté avec 5 membres de sa famille. Mais à ce moment-là, donc la famille Rosambeau rappelle à Hervé de Tocqueville qu'il avait un engagement de mariage pour Louise de Tocqueville, Louise de Rosambeau. Alors, c'est la 3e fille de la famille. L'aîné est marié à Jean-Baptiste de Chateaubriand, l'aîné de François-René. Et la seconde est mariée à Louis Le Pertier d'Aunay. Et le dernier, un jeune frère, Louis de Rosambeau. Mais les parents Rosambeau veulent absolument marier leur fille. Pourquoi ? Parce que la période est troublée et qu'à ce moment-là, elle a besoin d'un protecteur. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe d'elle. Hein, c'est pour une précaution. Alors, il y a un passage tout à fait important là, dans les mémoires d'Hervé de Tocqueville, parce que ces mémoires, il les écrit, il les a écrites, et puis elles ont été dictées, il y a 3 scripteurs successifs, et dans le début, il y a tout un passage qui est là rayé, parce que si le livre était publié, il ne voulait pas que ce passage apparaisse, mais il est très important pour nous. Dans les mémoires d'Hervé, il existe un passage très important qu'il avait rayé. Et il écrit que le surlendemain de son mariage, je fus avec ma femme faire une visite dans le bourg de Malesherbes. Ils se sont mariés à Malesherbes, le village de Malesherbes, qui était le village de Malesherbes, justement. Là, elle fut prise d'une attaque de nerfs. Je n'avais jamais vu pareil accident. J'éprouvais une frayeur extrême. Je crus qu'elle allait mourir. Ses parents me rassurèrent. Elle était déjà sujette à cette affection de nerfs qui a augmenté depuis et qui a jeté un voile si sombre sur son existence et sur la mienne. Mais je n'en avais pas été prévenu. Manifestement, il s'agit de crise d'épilepsie. Et donc, Hervé va avoir sa femme, une femme très fragile, très vulnérable, qui donc est épileptique, et ça va se passer bien dans un premier temps, puis la gravité des choses va s'accélérer. Les 2 jeunes gens, Hervé de Tocqueville et Louise, venaient d'avoir 20 ans. Ils avaient été présentés à l'un à l'autre 9 mois auparavant, une seule journée. Et ensuite, les bans du mariage sont publiés le 19 février 1993. Les jeunes gens se connaissent que depuis une quinzaine de jours qu'Hervé est à Malesherbes. Et le mariage civil a lieu le 22 février et le mariage religieux le 13 mars. Ils ont réussi à être mariés par un prêtre réfractaire. Louise est morte en 1836 et écrit Alexis de Tocqueville
Elle est morte après 20 années de misère, 1836-20, 1816. C'est-à-dire que l'état de santé de Louise de Tocqueville s'est aggravé considérablement à partir des années 1814-1815, au moment justement, ce qui aurait dû être le plus heureux pour la famille, c'est la restauration que l'on attendait à plein cœur, voilà. Et c'est à ce moment-là, pour elle, c'est le début de la misère. Malesherbes avait assuré la défense de Louis XVI, il savait qu'il était menacé, et il avait perçu sa mort, ça c'est du Hegel, ça, dans l'œil de Robespierre. Quand il avait fait sa plaidoirie pour Louis XVI, il avait tiré les larmes de l'auditoire. Alors ça, vraiment, Robespierre n'avait pas du tout apprécié, il avait décidé d'éliminer, de décimer toute la famille. Et cependant, Malesherbes, rentré chez lui après cette défense de Louis XVI, refuse de s'exiler. Sa fille aînée aussi. Ils savent très bien qu'ils prennent un risque. La deuxième de ses filles, Madame de Montboissier, elle est émigrée en Suisse avant d'émigrer en Angleterre. Voici un portrait de Malesherbes que vous voyez d'un tableau qui se trouve au château de Tocqueville aujourd'hui. Voilà le portrait de Louise de Tocqueville, la mère d'Alexis. C'est un portrait qui est un petit portrait qui est aussi au château de Tocqueville et qui a été exécuté au moment où elle était en prison, donc à Port-Libre. Alors Port-Libre, c'est l'ancien Port-Royal. Et c'était la prison de Port-Royal, et les révolutionnaires qui avaient beaucoup d'esprit avaient trouvé que c'était intéressant, intelligent d'appeler Port-Royal, où les gens partaient pour la guillotine, d'appeler ça Port-Libre. Le destin frappe à la porte de Malesherbes le 17 décembre 1794, 93, c'est une erreur là, jour de l'arrestation du président Rosambeau, c'est-à-dire son gendre. Les autres membres de la famille sont arrêtés 2 jours plus tard, le 19. À partir de là, les événements s'enchaînent inéluctablement. Ils sont retracés dans le premier cahier des mémoires. La famille est décimée. 5 de ses membres sont exécutés entre le 20 et le 22 avril. Et Madame, 94 cette fois, et Madame de Senozan, la sœur de Malesherbes, est exécutée, guillotinée 15 jours plus tard. Ça fait 6 morts dans la famille. Et Hervé écrit: je sentais le poids immense des devoirs qui m'étaient imposés. À 21 ans, je me trouvais chef de famille, enfermé dans une prison avec un jeune homme de 15 ans. Le jeune homme de 15 ans, c'est Louis de Rosambeau, le fils, qui a 15 ans, et 2 jeunes femmes dont le chagrin avait altéré la santé. Donc Louis de Rosambeau, que l'on appelait Lolo. Voilà, chantier diminutif. Donc le portrait de Louise de Tocqueville, de Rosambeau, là, est vraiment troublant. On voit vraiment qu'elle est très marquée par l'emprisonnement, parce que l'emprisonnement, on voyait les gens qui partaient les uns après les autres. C'était facile, on disait aux gens, on vous appelle au greffe, non, prenez pas vos affaires, vous n'en aurez pas besoin. Il n'y avait pas besoin de revenir chercher les affaires, puisqu'ils allaient être exécutés, guillotinés, donc ils n'avaient besoin de rien à ce moment-là. Hervé et Louise devaient subir le même sort, puisqu'il y avait donc toute la famille. Robespierre avait décidé que tout le monde y passait. Seulement, il se trouve que Hervé et Louise devaient être jugés le 12 Thermidor. Mais Robespierre, n'est-ce pas, la chute de Robespierre, c'est le 9 Thermidor, ce qui les a sauvés. Cependant, ils restent en prison encore pendant 3 mois. Et pendant ce temps-là, il continue à avoir quelques exécutions parmi les prisonniers qui restent. Les péripéties du moment retardèrent la libération du jeune couple jusqu'au 20 novembre 1994, après 10 mois d'incarcération. Alors maintenant, il leur fallait trouver un lieu où s'établir. Alors, de la fin 1994 à 1800, il leur faut trouver un lieu. Donc, ils s'installent successivement à Paris, à Saint-Mandé, puis de nouveau à Paris à l'hôtel de Rosambeau, puis à Malesherbes, le château de Malesherbes, puis de nouveau à Paris, puis à Châtenay-Malabry, avant de s'installer au château de Verneuil-sur-Seine, en 1800 ou 1801. Ils auraient pu s'installer à Tocqueville, mais Louise de Tocqueville a passé pour tout 1 mois
à Tocqueville, et ne s'y plaisait pas, et par conséquent, on a cherché un autre endroit, et ils sont installés au château de Verneuil-sur-Seine, tel que vous le voyez actuellement, et là où la période, ils passent, donc ils y sont de 1800 à 1801 jusqu'à 1814, jusqu'à la Restauration. Et c'est la période heureuse de la vie de Louise de Tocqueville. Alors en 1802, elle a hérité du château, enfin un 12e, parce qu'il y avait d'autres cohéritiers. Donc Hervé de Tocqueville, un gestionnaire, il a récupéré les parts des autres, il a racheté l'ensemble pour être propriétaire du château de Verneuil. Ce qui fait que Chateaubriand, François René, parle du château de Verneuil-sur-Seine, où il est allé, Verneuil-sur-Seine, pas Verneuil-sur-Arve, Verneuil-sur-Seine, comme un héritage des Sappho, parce que le château de Verneuil, c'était le château de Madame de Senozan, sœur de Malesherbes. À partir de ce moment-là, la famille est installée à Malesherbes, et en 1804, Bonaparte, qui n'est pas encore Napoléon, nomme Hervé de Tocqueville maire de Verneuil. Il n'est pas du tout napoléonien ni bonapartiste, mais il faut nommer des hommes capables de gérer les choses. Et donc, c'est là qu'Hervé de Tocqueville apprend son métier d'administrateur. Alors, c'est quelqu'un qui a le sens de l'organisation, qui n'est pas commode, mais qui sait ce qu'il fait. Par exemple, il rend l'école gratuite pour les faibles revenus, mais il l'oblige, le maître d'école devra aussi balayer l'église, vous voyez. Alors après, ça reste dans les souvenirs. En 1802, donc, elle hérite du château de Tocqueville. Pendant ces années, il y a la naissance des deux aînés d'Alexis, 1797 son frère aîné, Hippolyte, et 1800 son frère Édouard. Quand ils sont à Verneuil-sur-Seine, donc Madame de Tocqueville va élever ses trois fils et les deux fils de Jean-Baptiste Chateaubriand, celui qui a été guillotiné avec sa femme, la fille aînée de Malesherbes. Et donc ils élèvent ces 5 enfants, et c'est la période heureuse, parce que Madame de Tocqueville vit au château de Verneuil, c'est un ensemble protégé, et en même temps son mari est administrateur de la commune, donc ça fait l'intérieur et l'extérieur. Et donc ça se passe très bien, on évoque le temps d'autrefois, on joue des pièces de théâtre, on se déguise. On arrive, Hervé de Tocqueville rentre un jour, il voit une vieille femme qui est là debout sur le seuil. Et ben non, c'est Chateaubriand, François René, qui est déguisé en vieille femme. Vous voyez, c'était une bonne période. C'est la seule période heureuse, manifestement, dans la vie de Louise de Tocqueville, à part peut-être son enfance. Et à ce moment-là, d'ailleurs, à Verneuil, Hervé de Tocqueville est choqué que François-René de Chateaubriand vient au château. Il se fait héberger pendant 1 an, il est en train d'écrire sa pièce Moïse en 1811, mais jamais il ne va voir ses neveux qui sont en pension pendant l'année scolaire au collège de Sully. Et Hervé de Tocqueville est très critique vis-à-vis de Chateaubriand et de la famille de Chateaubriand d'une manière générale. Les années donc sont heureuses. C'était donc un endroit protégé, pas trop loin de Paris, et ce qui fait qu'Hervé de Tocqueville disait c'était pas trop loin de Paris, donc on avait souvent du monde, peut-être même un peu trop souvent. On profite parfois, c'est comme pour les vacances, des opportunités. Alexis, lui, il naît le 29 juillet 1805 à Paris, mais il revient aussitôt à Verneuil-sur-Seine. Il semble que Madame de Tocqueville, Louise de Tocqueville, soit allée faire au moins ses 2 seconds accouchements, Édouard et Alexis, à Paris, avant de revenir. Et elle était déçue d'avoir un 3e fils, et son mari lui dit que ce sera un homme distingué. Donc à Verneuil, Hervé, c'est un administrateur actif, rigoureux, sévère, attentif à l'ordre public et à la tranquillité des citoyens. Et on arrive à la 2e période. Hervé de Tocqueville, bien sûr, comme tous les aristocrates royalistes, ils attendaient la restauration et le retour du roi. Et Hervé, ça va être l'homme de la Restauration, puisqu'il va être préfet de la Restauration depuis le début, depuis le premier jour, jusqu'en 1828, au moment où il devient pair de France. Et donc il est préfet de 6 préfectures successives.
À ce moment-là, Alexis avait 9 ans, et donc on quitte le château de Verneuil. Et donc c'est cette période qui devait être la période heureuse pour la famille, qui devient la période catastrophique pour Louise, puisqu'elle perd ses 2 fils aînés qui partent pour faire carrière dans l'armée. Bon, elle reste avec son fils, avec Alexis, puis elle suit son mari dans ses préfectures successives. Alors, les frères, l'aîné Hippolyte était à 20 ans sous-lieutenant dans la garde royale, et Édouard, qui ne va pas rester dans l'armée, âgé de 16 ans, était déjà garde du corps du roi. Après la première abdication de Napoléon, en avril 1814, Hervé nous fait cette analyse. L'enthousiasme a été extrême de la part des mères et des épouses. Je ne parle pas seulement de l'aristocratie. Hein. On pourrait appeler la première restauration la contre-révolution des femmes. Robespierre avait péri parce que la nation ne supportait plus le sang versé sur les échafauds. Napoléon est tombé parce que la nation était lasse du sang versé dans les combats. Donc, voilà. Et donc Napoléon, la première abdication, l'acte d'abdication de Napoléon, signé de Napoléon, et à droite, la même abdication vue par le peintre Jules Vernet. Mais, quand le roi revient, il n'est pas encore roi, Louis XVIII, ça pose un problème. C'est que, problème d'adéquation avec le pays. Louis XVIII, comme Charles X, comte de Provence, ils ont quitté la France depuis 25 ans. Comment retrouver le pays? Et alors, Hervé, dans ses mémoires, dit, ils étaient déjà inconscients. Hein. Madame la duchesse d'Angoulême, cette grande et innocente victime de nos révolutions, était en costume anglais. Maladresse, prélude à beaucoup d'autres. Monsieur le duc d'Angoulême arriva de Bordeaux quelque temps après le roi et fit son entrée dans Paris. Il était aussi en costume anglais. Comme si les princes se fût donné le mot pour choquer la vanité de la nation la plus susceptible du monde. C'est là un des problèmes de l'adéquation de la restauration des 2 monarques successifs avec la population française. Alors avec Louis XVIII va essayer de temporiser, de faire un équilibre entre les anciens bonapartistes napoléoniens et les royalistes. Et Charles X, lui, rêve de revenir au statu quo ante, et on va voir ce que ça donne. Et à ce moment-là, donc Hervé de Tocqueville est nommé dès le départ préfet d'Angers, le 18 avril 1814. Et là, il pose une question très juste, et il dit, il s'agissait pour le pouvoir de satisfaire les Vendéens, en leur donnant pour préfet un petit-fils du défenseur de Louis XVI. Mais la situation, et il estime, au fond, que c'était peut-être pas très adroit, politiquement, de confier l'administration d'un pays divisé par les souvenirs de la guerre civile à un homme entièrement neuf dans les affaires. Et pourtant, il arrive à s'en arranger. C'est pourtant pas du tout facile, la situation politique et militaire de la Vendée. La Vendée militaire, la Vendée des Vendéens et des guerres de Vendée, c'est sur 5 départements. Et donc, la préfecture d'Angers, c'est l'un de ces départements, l'un des plus importants. Or, la population du département est complètement séparée en 2. Vous avez les Vendéens royalistes qui sont là, qui ont fait les guerres de Vendée, qui ont subi toutes les horreurs de la guerre de Vendée, mais vous avez aussi la bourgeoisie, et les gens qui se sont enrichis, qui ont acheté des biens nationaux, et qui, eux, n'entendent pas de cette oreille. Donc il y a une division profonde entre les deux. En plus, vous avez les troupes vendéennes et les troupes de l'ancienne armée de Napoléon, reprise pour partie dans les troupes royales, et quand ces groupes-là se rencontrent, ça fait parfois des étincelles. Hein, donc c'est vraiment un élément très difficile, et finalement ils s'en tirent convenablement. Voilà, c'est ce que je disais tout de suite, ça. Hervé est très actif et réussit malgré tout à maintenir une position équilibrée entre les 2 partis.
Mais il juge sévèrement l'attitude de Louis XVIII. Alors ça, c'est notre idée politique. Louis XVIII a fait trop de cadeaux aux anciens bonapartistes. Parce que s'il fait des cadeaux aux anciens bonapartistes, ceux-là ne vont pas lui en savoir gré du tout. Par contre, les royalistes les plus actifs lui en voudront tout le temps. Ce qui fait qu'on passera aux élections de la deuxième restauration à la chambre introuvable. On va avoir une chambre qui va être très très à droite et qui va amener la chute de la restauration. Et voilà, et le jugement d'Hervé de Tocqueville vaut ce qu'il vaut, mais c'est intéressant de le connaître. Il juge l'attitude de Louis XVIII. Le malheur des Bourbons a été de n'avoir jamais pu accorder de confiance qu'à ceux qui furent leurs ennemis, et de se défier toujours de leurs amis. Donc ça rapporte pas. Hein. Ça ne rapporte pas. Politiquement, c'est un mauvais choix. Alors, bien sûr, personne ne se doutait, à ce moment-là, au point de départ, des 100 jours. On ne se doutait pas que Napoléon reviendrait, et Napoléon débarque au golfe Juan le 1er mars et 1815, et Hervé écrit, donc j'appris plus tard qu'une grande partie des officiers du régiment en garnison, donc régiment qui devait servir Louis XVIII, portaient depuis quelques jours la violette, signe de reconnaissance et conjuré. C'était le parti de la violette, ils avaient une violette là, à la boutonnière, c'était pour dire qu'ils attendaient quelque chose de l'ordre du retour de Napoléon. Donc le 8 mars, Hervé de Tocqueville apprend le retour de Napoléon. Il veut organiser la résistance à l'usurpateur, mais c'est le véritable désordre. C'est une armée, alors on a bien connu ça, hein. Si on se rappelle ce qu'a été la débâcle de 1940, eh bien là, il y a un petit peu, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que l'armée, en même temps, vous avez les bonapartistes, les napoléoniens, vous avez l'armée royale, vous avez, c'est la même armée, normalement. Et donc, en même temps, les ordres que l'on donne, les administrateurs qui sont là, brillent parfois par une incompétence. On a encore ça aujourd'hui, l'incompétence de l'administration, quelque chose d'extraordinaire chez nous. Parfois, pas toujours. Hein. Et à partir de ce moment-là, on est incapable, il donne des ordres, il fait tout ce qu'il faut pour organiser la résistance, l'envoi de munitions, etc. Mais les ordres ne sont pas suivis. Alors, maladresse, trahison, enfin bref, incompétence, incurie. On a nommé, Louis XVIII a nommé en charge d'assurer la résistance militaire le duc de Bourbon. Alors, le duc de Bourbon, c'est Louis VI, Henri de Bourbon-Condé, c'est celui qui va mourir au château de Saint-Leu, pendu à l'espagnolette du château, et on ne sait pas si c'est pendu, s'il a été pendu, ou s'il s'amusait à un jeu érotique avec la duchesse, la comtesse de Feugère, hein. Et donc on ne sait pas trop, mais c'est celui-là qui est nommé, mais il reçoit le commandement des armées pour faire face au retour de Napoléon. Il ne reçoit que le 18 mars, ou trop tard pour organiser quoi que ce soit. C'est trop tard. Le 23 mars, un courrier annonce à Tocqueville que Napoléon est arrivé à Paris, donc ça a été très vite, hein. Ça dure 3 semaines, 1er mars, 23 mars. Le colonel de gendarmerie est chargé d'arrêter le duc de Bourbon et il lui dit, écoutez, vous partez, je vous donne un sauf-conduit, il l'expédie pour qu'il disparaisse. Alors vous avez ici la carte de gauche, l'itinéraire, je ne vous apprends rien, de la remontée de Napoléon. Vous avez en violet l'itinéraire de Louis XVIII qui s'en va à Gand, qui s'en va, qui s'enfuit, qui se réfugie, choisissez le mot que vous voulez. Et sur la partie droite, vous avez l'accueil de Napoléon, accueilli triomphalement à Grenoble. Donc c'est la remontée, le retour de l'aigle, on attend, on l'attend, voilà. Alors, bien sûr, tout ça se termine mal, ça se termine par la bataille de Waterloo, et la deuxième abdication et la seconde restauration. Alors ça, c'est difficile parce que la seconde restauration a mis la France dans une situation, et le roi, le monarque aussi, une situation de faiblesse par rapport aux alliés. Et donc, c'est beaucoup plus difficile à négocier comment s'organiser, quel est le pouvoir dont va pouvoir disposer le roi de France. Et Hervé, est nommé successivement en poste,
dans l'Oise, de juin 1815 à février 1816, puis en Côte d'Or, de février 1816 à mars 1817, puis en Moselle, de 17 à 23, puis préfet de la Somme de 23 à 26, puis préfet de Versailles de 26 à 28. Donc vous voyez qu'il a une belle carrière préfectorale. Donc on va retenir quelques points seulement de son action. C'est un administratif. On va revenir plus amplement sur la période de Metz. Après la chute de l'Empire et avec l'occupation prussienne, il faut remettre le pays en ordre. Et d'abord nourrir la population, puis relancer l'économie, l'industrie et l'agriculture. Il faut réparer les routes, voire reconstruire le réseau routier, abîmé par les déplacements des troupes, restaurer la situation sanitaire, améliorer la scolarisation. Donc c'est à l'ensemble de ces problèmes qu'Hervé s'attelle dans ses différents postes de préfet. Et, n'est-ce pas, Alexis, eh bien, apprendra tout ceci quand il sera avec son père à Metz pendant 3 ans. De 1815 à 1816, donc, il doit faire face à Beauvais aux armées d'occupation. Alors, limiter les réquisitions, parce que pratiquement, les Prussiens veulent tout récupérer, comme d'habitude. Trouver les moyens de nourrir la population. Et comme il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de monétaire, il fait un truc extraordinaire, Hervé de Tocqueville, il fait créer du papier-monnaie, pour qu'il y ait de la circulation, pour qu'ils puissent vendre, acheter, qu'on puisse faire du commerce. Donc il crée du papier-monnaie en disant, dès que les choses seront rentrées dans l'ordre, on vous remboursera votre papier-monnaie. Et ça marche puisque tout le monde joue le jeu. Hein. Ensuite, en février 1816, il est nommé à Dijon. Alors pourquoi est-il nommé à Dijon? C'est que son prédécesseur à Dijon a été mis en échec. Pourquoi? Parce que la population de Dijon, la population de la côte, c'est un département très très difficile à administrer. Hein, et Hervé de Tocqueville écrit que pendant les 13 préfets qui l'avaient précédé, avaient tous, sauf un, mort au bout de 2 ans, quitté leur poste sans le regretter, sans être regretté. Donc une population très difficile à manœuvrer parce que justement c'est la bataille complète entre tout le parti napoléonien, napoléoniste, etc., républicain d'un côté et tout le parti aristocratique et royaliste de l'autre. Et tout le monde se bat dans cette affaire-là. Et alors, Hervé de Tocqueville réussit quand même assez savamment à organiser la chose. Il y a nombre de généraux d'empire importants qui sont en Côte d'Or, à Dijon. Il y a aussi l'évêque constitutionnel Raymond, nombre de magistrats fidèles à l'Empire. Bon, l'autre côté royaliste est aussi très fort. Bon, alors effectivement, ça pose des problèmes délicats. Mais alors, Hervé de Tocqueville, il travaille. Il veille à la création d'une société d'agriculture, pour relancer l'agriculture et l'élevage. Soucieux des problèmes de mendicité et de pauvreté, Alexis écrira un traité contre le paupérisme, donc trouver ça va être des idées qui vont passer du père au fils. Ensuite, ça se passe tellement bien que quand il quitte le poste de Dijon, l'ensemble des administrés, qui au point de départ c'était des administrés, donc je l'expliquais, pas commodes, pas facile du tout, viennent le remercier et le font escorter, ce qui n'était pas prévu, c'était pas dans la Constitution, le font accompagner lui rendent les honneurs par la garde nationale qui l'escorte à son départ de Dijon. Alors ensuite, il est nommé donc en Moselle, mars 1817, juillet 1823. Alors, quand il arrive à Metz, sa femme Louise, qui l'avait suivi dans les 3 premières préfectures, et qui est atteinte cette fois-ci gravement par la maladie, décide de rentrer à Paris avec Alexis et l'abbé Le Sueur. Donc Alexis va être pendant 3 ans entre les jupes de sa mère et celles de l'abbé Le Sueur, coucouné, et ce qui fait que Hervé de Tocqueville va décider de le faire revenir près de lui en 1820. Là, vous avez une belle photo qui est là encore au château de Tocqueville, c'est d'Alexis adolescent, c'est à peu près Alexis quand il va rejoindre son père à Metz. Il était très, très joli garçon à cette époque-là. Enfin, il l'a toujours été. Enfin bref, il y a un très, très beau portrait. Alors,
Quand Hervé de Tocqueville arrive à Metz, alors là on est à la frontière, on n'est pas loin d'Allemagne, et donc là il y a tout à faire. Problème des subsistances, approvisionner les marchés avec une grande quantité de grains en évitant la spéculation, améliorer les techniques agricoles, développer la production, lutter contre la pauvreté, réduire la mendicité. Pour que le commerce puisse se développer, il restaure puis développe le réseau routier. Il est soucieux de la question scolaire. Alors ça, c'est très très important pour Tocqueville, Hervé, pour Tocqueville, Alexis. Il s'occupe des questions de méthode d'éducation. Il crée en 1821 une école normale, une des 10 premières de France, pour la formation des maîtres. Il rend possible la scolarisation des Juifs. Les Juifs, ils étaient vraiment dans un état de misère, de crasse et de pauvreté. Ils sont nuls trouvés. Ils vinrent me trouver, je m'empressai de donner la sanction de mon autorité au vu qu'ils me développèrent. Une souscription fut offerte et promptement remplie, et une école mutuelle gratuite instituée. Ces Juifs, si malheureux et si méprisés jusqu'à cette époque, reçurent avec une profonde gratitude le bienfait de l'instruction. Plusieurs années après mon départ de Metz, ils m'écrivaient encore pour me remercier et me faire part de l'heureux résultat qu'on obtenait. Il agit également en faveur de la création de la caisse d'épargne. Alexis en parle dans son traité sur le paupérisme. La caisse d'épargne de Metz a été fondée sous les auspices de Félix de Vivy, qui va être directeur de la caisse d'épargne, et d'Hervé de Tocqueville. C'est un des moyens pour Alexis de Tocqueville de lutter contre pour Hervé, de lutter contre la pauvreté. C'est-à-dire que quand les gens ont du travail, qu'ils peuvent économiser un petit peu, qu'ils puissent mettre à la caisse d'épargne et retirer quand ils ont besoin. Il fallait aussi travailler sur l'état sanitaire de la population, et notamment celui des femmes, dont une partie était atteinte de maladies vénériennes, cadeau des troupes d'occupation prussiennes. L'ensemble des actions menées donnent des résultats, la population augmente, le commerce et l'industrie s'accroissent, la préfecture soutient de son mieux tous ces développements, mettant en vitrine les produits manufacturés dans des expositions publiques pour les poteries, les verreries, la cristallerie, et les machines sorties des forges de Vindel, et des tissus, des soieries, des cotonnades. Donc vous voyez, c'est un travail considérable. Et donc Alexis va être pendant 3 ans auprès de son père, et c'est là qu'il apprend tout. Alexis partage la vie de son père pendant 3 ans. Quand il est arrivé à 15 ans, c'était encore un enfant, sortant d'une vie surprotégée par sa mère et le vieil abbé Le Sueur. Il passe tout d'un coup et sans transition de l'âge de l'enfance à l'âge adulte. L'abbé Le Sueur lui a écrit « Mon petit chéri »,« Mon petit Pierrot ». Pierrot, c'est l'oiseau, c'est pas un diminutif de Pierre, c'est mon petit ami gai comme un Pierrot, gai comme un pinson. Et voilà, pour l'abbé Le Sueur, Alexis a encore 10 ans. Or, dans la première année où il arrive à Metz, en 1820, l'année d'après, il y a lingère ou couturière de la préfecture qui accouche d'une petite fille, Louise, qui est la seule enfant que l'on connaisse à Alexis de Tocqueville, la petite Louise Meyer. Et Hervé couvre toutes les actions de jeunesse de son fils. De cela, la famille ne sait rien. Et en même temps que Marguerite Meyer accouche de sa petite fille Louise, Alexis a commencé une autre liaison, qui est le premier grand amour de sa vie. Il y en a 2, il y aura sa femme. Cette fois-ci, c'est Rosalie Mali. Et Rosalie Mali, c'est la fille du bibliothécaire de la préfecture, qui était un colonel de l'armée de Napoléon. Et c'est le grand amour. Et Alexis est avec les jeunes gens de son milieu. Il y a tout un cercle de jeunes gens, des garçons, des jeunes filles, des jeunes gens. Et naturellement, il y a aussi des militaires qui viennent. Il y en a notamment un qui sert d'un petit peu trop près Rosalie Mali. Et Alexis, ne prenant que son courage à 2 mains, le provoque en duel. Alexis, il est myope. Et le duel a lieu au pistolet. Et naturellement non. Alexis prend une balle qui lui casse une côte et lui perfore le poumon. Il est 6 mois couché. Mais de ça, la famille ne sait rien. Hervé de Tocqueville n'en dit rien. Et la belle sœur lui dit « Mais comment, il faut que tu sois bien maladroit pour être retombé sur ta poitrine, etc. » Voilà. Et
donc Alexis, il passe toute sa vie de jeune homme, d'homme jeune, et il apprend tout. Il apprend en même temps, il y a une espèce de relation fusionnelle entre Alexis et son père qui est en admiration devant le courage, l'entre-gens, l'intelligence prodigieuse d'Alexis. Et par conséquent, ça se passerait bien, même si effectivement le père est royaliste bon teint et tout ce qu'on peut vouloir, et Alexis va évoluer justement à Metz, parce qu'il va découvrir les textes de Malesherbes, ami des philosophes, et là, il va complètement changer de posture, et ça va devenir le Alexis qui va s'intéresser à la démocratie. Alors, naturellement, là, c'est intéressant parce qu'il y a une belle phrase de Sainte-Beuve. Alors, Sainte-Beuve, le critique. Les critiques, c'est comme les journalistes, il faut toujours qu'ils fassent des phrases, toujours qu'ils trouvent des trucs. Et donc, Sainte-Beuve parle du mystère Tocqueville, qui a commencé à penser avant d'avoir rien appris. Ben non, cette formule-là ne veut rien dire, puisque Alexis a simplement appris in concreto, près de son père, les problèmes politiques et administratifs qui se posaient et comment il était possible d'y faire face. Donc, autant pour Sainte-Beuve. Et là, vous avez un très beau portrait qui est dans le salon du château de Tocqueville. C'est Hervé de Tocqueville et Alexis. Et moi, je donnais comme titre à ce tableau qui n'en a pas, la leçon. Alors, ensuite, après ces années de formation, donc les amours d'Alexis et de Rosalie Mali vont être cassés plus ou moins par l'intervention de son cousin, Louis de Kergorlay. Puis il rentre à Paris, il fait son droit. Et je reviens donc à Hervé de Tocqueville. Pendant les 3 années, il est nommé ensuite préfet de la Somme. Pendant les 3 années où il occupe la préfecture de la Somme, il dit c'est tout simple, la préfecture de la Somme c'était une préfecture de rentiers, il n'y avait rien à faire là-dedans. Sauf que l'administration du pays fut chose simple. Le département ne connaissait pas d'agitation politique. La situation économique était stable. Le budget dont il disposait était modeste et ne permettait pas d'envisager de grands travaux. Il n'y avait pas non plus de grandes actions à entreprendre en matière de route et de prison. Formidable. Ces éléments de repos auraient dû faire d'Amiens l'Eldorado des préfets. Mais, Amiens comptait beaucoup d'associés à la congrégation et le collège Saint-Achel, où Madame Macron a été professeure par la suite, il n'y était pas à l'époque, contrairement à ce que disent les mauvaises langues, où se trouvaient plus de 900 élèves, il réunissait un grand nombre de jésuites. Se brouiller avec la congrégation était s'exposer à une disgrâce. Se mettre sous son influence, c'était s'avilir. Alors voilà quelque chose d'extraordinaire. Il faut expliquer ce qu'était la congrégation. La congrégation, c'était un regroupement religieux et politique. C'est l'ancêtre de l'Opus Dei en Espagne, qui est auprès du pouvoir et qui avait, dans la congrégation, ils avaient fait un sous-groupe qui était les chevaliers de la foi et qui voulaient reconstruire la monarchie d'autrefois, même pas celle de Louis XVI, qui n'avait pas su, qui était certainement le meilleur roi et mais qui n'avait pas pu tenir son roi. Enfin, ça s'est mal terminé. Mais d'avant, Bon, et donc à partir de ce moment-là, ces gens-là sont complètement réactionnaires, complètement rétrogrades, et veulent revenir à ce système-là. Et ça va forger, ça va occuper tout l'entourage politique de Charles X, dont ils partagent les opinions. C'est pas eux qui ont influencé Charles X, il avait déjà ces opinions-là. Mais ça veut dire que ça va l'amener à faire des politiques de plus en plus réactionnaires, ce qui va amener, bien sûr, la suite des événements. Parce que, au moment où Charles X est renversé, doit partir, doit s'enfuir, son entourage politique, c'est essentiellement des gens de la congrégation, dont son dernier Premier ministre, Polignac. Alors là, Polignac, c'est quelqu'un d'intéressant, cette histoire de Polignac. À partir du ministère Villèle, là on est encore sous Louis XVIII, en 1821, Louis XVIII avait laissé celui-ci, Villèle,
appliquer la politique qui sera celle de Charles X, dont il demeura le ministre, jusqu'à ce dernier fut obligé de se séparer de lui, contraint et forcé. Avec le ministère Villèle, la congrégation entra aux affaires. C'est-à-dire, c'est un groupe politico-religieux qui tient les rênes du pouvoir. Donc là, ici, un beau portrait de Charles X. Cette victoire de la congrégation apportait avec elle les prémices de la défaite. Cette espèce de franc-maçonnerie, c'est exactement les termes qu'emploie Hervé de Tocqueville, c'est pas moi, c'est Hervé. Ultra-catholique, où cette forme d'opus dei avant l'heure constitue un anachronisme inacceptable, après l'évolution historique du demi-siècle précédent. À la fin du règne Charles X, les membres principaux de son entourage appartenaient quasiment tous à la congrégation, ce qui conduit directement à la chute du régime. Alors, comment se comporte la politique de Charles X sur la fin? On est encore, même avant Charles X, on est encore sous Louis XVIII. En 1824, Hervé se heurte à Corbière, ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas si c'est le grand-père de notre Corbière, agitateur de gauche aujourd'hui, j'en sais rien. Il y aurait un truc quelque part. Corbière, ministre de l'Intérieur, et Tocqueville nous dit, Hervé, le plus complet breton qui fût jamais sorti de l'Armorique. Une tête de pioche, ce Corbière. Je parle de celui-là, l'autre on verra. Fermement opposé à l'enseignement des enfants des classes populaires. Opposé à l'enseignement... Oui, il outrepasse ses droits en supprimant une allocation de 6 000 francs du Conseil général. Parce qu'Hervé de Tocqueville, il veut toujours qu'on aide les écoles, etc. Bon, Corbière supprime cette allocation. Il faut que ce soit Monseigneur Frecinus, évêque des affaires, ministre des Affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, qui voulut assurer sur les fonds de son ministère la somme de 6 000 francs que son collègue de l'Intérieur avait retiré du budget départemental. Il s'oppose également à l'attribution d'une allocation du Conseil général à une congrégation de religieuses. Qu'est-ce qu'elle voulait faire, ces braves bonnes sœurs? Former des institutrices. Ah, et Corbière dit, mais bonsoir, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? À quoi bon apprendre à lire et à écrire aux femmes? Ont-elles besoin de cela pour filer la laine? Ben oui, c'est évident. Hein. Voilà. Féministe, mais pas trop, quoi. Voilà. Et donc, lorsqu'Hervé de Tocqueville quitte cette préfecture, donc il a tracé effectivement ce qu'est la congrégation. Je l'ai expliqué j'ai fait une grande note là-dessus dans les mémoires d'Hervé de Tocqueville, dans l'édition que vous pouvez trouver sur le site des universités québécoises. Note qui a été malheureusement supprimée dans l'autre édition, je le déplore. Et Hervé de Tocqueville est donc nommé à Versailles, c'est le top niveau, c'est la fin de sa carrière. Pour la première fois depuis 12 ans, un changement de préfecture m'était agréable. J'avais toujours désiré celle de Seine-et-Oise, ben oui, c'est Versailles, c'est le roi. Elle me rapprochait de mes intérêts tout en me conservant un état qui me plaisait et des occupations nécessaires à l'activité de mon esprit. Nommé à Versailles, il atteint le sommet des honneurs auxquels il pouvait prétendre, à proximité du pouvoir et de la famille royale qui lui est chère, parce qu'il était... Hervé de Tocqueville aimait beaucoup Charles X, hein, pas de problème. En outre, il a la charge de gentilhomme de la Chambre. Il accompagne le roi à la messe et le soir, il est présent au jeu du roi, où celui-ci jouait au whist, place honorifique, où l'on s'ennuyait ferme dans les soirées quasiment sinistres. Hein. La duchesse d'Angoulême est là, le duc d'Angoulême va se coucher, il est encore parti se coucher, le gros feignant, et Hervé de Tocqueville lui dit, mais il peut pas, il est peut-être fatigué, il dit, pensez-vous, il est toujours comme ça, hein, il dort tout le temps, voilà. Donc, c'est assez triste, et donc là, c'est vraiment en direct, hein. Il est dans la famille royale, près de la famille royale. Nous savons par la correspondance de l'abbé Le Sueur qu'Hervé donnait de nombreux bals. Alors ça, la préfecture, c'est fait pour faire des bals, où il recevait une société importante, et l'abbé Le Sueur écrit « Le papa a fait feu des 4 pieds à Versailles, aussi y est-il porté au nu. Il dépense, un bon préfet, ça doit être pensé, il dépense très honorablement tout l'argent de la place, il a donné les plus beaux bals pendant tout l'hiver, il a eu jusqu'à 120 femmes, partisan au bal, hein, c'est pas autre chose. Il fait d'ailleurs très bien sa préfecture. Hein? Ah voilà, c'est bon. Alors, vers la fin du régime, à cette époque, politiquement, les choses se gâtent.
C'était le début d'une industrialisation relativement importante. Hervé de Tocqueville perçoit la naissance d'un grand malentendu entre le peuple français et son roi, attisé par un ensemble de mesures parfaitement réactionnaires, inspirées entre autres par la congrégation rétablissant le droit d'aînesse, la loi sur le sacrilège, la place la plus importante accordée à l'Église et aux jésuites, bien sûr. La tension monte, hein. Et Hervé écrit dans ses mémoires, on sait que dans une revue de la garde nationale, un bataillon défilant devant le roi cria « à bas les ministres ». La garde nationale de Paris fut licenciée le lendemain et, dit Hervé, décision de la plus maladroite qui allait avoir de grosses conséquences. Le ministère dissout la Chambre, convoque les collèges électoraux, multiplie sans succès toutes les formes de pression en son pouvoir, en premier lieu sur les fonctionnaires dont il attend la soumission. La gauche, les libéraux, les constitutionnels, les vieux royalistes, les émigrés, tout le monde est mécontent, ça traditionnel en France, ce genre de choses, et les membres de la congrégation, soutien habituel du ministère, font défection. Donc ils tournent Kazakh, comme Bourmont, général d'Empire, qui le matin de Waterloo passe de l'autre côté, et qui va être ensuite le commandant en chef de l'expédition d'Alger en 1830, nommé par Charles X. Le ministère dissout la Chambre, convoque les collèges électoraux et multiplie sans succès toutes les formes de pression. Bon, ça je l'ai déjà dit. Le résultat général des élections produisit une Chambre où le parti villéliste, c'était donc le parti qui avait les idées du roi, encore nombreux, se trouvait cependant en minorité. Le ministère se retira le 4 janvier suivant. Et à ce moment-là, quand il faut renommer un nouveau ministère, on propose à Chateaubriand un ministère. Et Chateaubriand le refuse. C'est sa femme qui lui fait refuser. Alors, l'histoire, Chateaubriand et sa femme, Chateaubriand, toutes les maîtresses, bon, enfin bref, on ne va pas parler de ça. C'est sa femme qui lui dit, mais enfin quand même, tu ne vas pas accepter ça. Et pour Hervé, c'est une catastrophe, parce que en refusant, Chateaubriand, il refuse toute possibilité de sortir de l'impasse. Monsieur de Chateaubriand, décrit-il, dédaigna la carrière qui s'ouvrait de nouveau pour lui. On lui eût su gré de son sacrifice. Il serait arrivé de plein pied au ministère des Affaires étrangères quand M. de la Ferronnays se retira. Devenu président du Conseil, il aurait peut-être préservé la France du malheur, voire des destinées confiées au prince de Polignac. Puisque ça ne peut pas se faire, le roi nomme Polignac Premier ministre en tête du dernier gouvernement. Et alors là, c'est beau. Bel exemple de politique du pire de la part de Chateaubriand, qui est un manœuvrier de toutes les espèces, qui conduit à la catastrophe. Jamais le pouvoir n'arriverait à redresser la situation. Depuis un bout de temps, c'est vraiment comme un pétrolier de 500 000 tonnes qui ne peut pas redresser la route. Pour la première fois depuis 1814, le pouvoir royal se trouve devant une majorité opposante et la question de la prépondérance royale ou de la prépondérance parlementaire se trouve posée. Qui commande? Qui doit avoir le pouvoir? La bourgeoisie veut le pouvoir. C'est pour ça que le pouvoir va passer à Louis-Philippe, et puis ensuite, Louis-Philippe, ça passera à la Révolution de 48. La duchesse d'Angoulême prévient le monarque, vous abandonnez M. de Villèle, c'est la première marche du trône que vous descendez. Ben oui, bien sûr. C'est à ce moment que Tocqueville, enfin élevé à la pairie, désormais incompatible avec ses fonctions préfectorales, quitte la préfecture de Versailles. Hervé de Tocqueville est nommé pair de France. Il analyse à ce moment-là toutes les manœuvres politiques qui aboutissent à la nomination de Polignac et à la chute du régime. À la même époque, Alexis écrit à son frère Édouard comment le ministère Polignac conduit à la catastrophe. Donc le père le pense et le fils l'écrit. Il le dit tous les deux, parce que le père l'écrit dans ses mémoires. Membre de l'agrégation, il est... Alors, Polignac, membre de la congrégation, il est à sa façon un illuminé. C'est ainsi que le décrit de Tocqueville. Le prince de Polignac, écrit Hervé de Tocqueville, qui penchait vers la mysticité, s'était persuadé qu'il avait mission de la Sainte Vierge pour régénérer la France. C'est un illuminé. De là une confiance absolue dans ses idées qu'il prenait pour des révélations d'en haut. Et même un défaut de précaution pour le succès dont il croyait que la Providence ne pouvait manquer de se charger, puisqu'il est éclairé par le ciel. Et naturellement, tout ça, ça se termine par la Révolution de 1830. Lorsque le roi fait passer ses ordonnances sur la presse, il dit « Je suis enfin roi ».
8 jours après, il était en fuite pour partir en exil. Et là, vous avez une belle gravure, une belle reproduction, un beau dessin qui nous représente Charles X s'embarquant à Cherbourg pour partir en exil et aidé par un coup de pied au derrière. Le dernier ministre de Charles X était membre du Conseil supérieur des Chevaliers de la Foi, composé de 9 membres qui gouvernent la société secrète, dont certains sont titrés du titre de grand maître. C'est surtout autour du Conseil que se développait l'activité parlementaire, car après la Restauration, lui seul avait un poids politique sur le roi. Les idées de l'un étaient les idées de l'autre, son objectif ultime est de restaurer le pouvoir et la société dans leurs formes antérieures. Vision chimérique qui comble d'aise le souverain et mène directement à cette catastrophe. Tocqueville rapporte cette phrase mémorable de Charles X, prononcée le 24 juillet 1830 après la signature des ordonnances « Je suis enfin roi ». Voilà. Hervé de Tocqueville, qui voyait la catastrophe arriver, tint à prévenir le roi et Polignac, connaissait tout ce petit monde-là. Peine perdue, ils étaient aveuglés, tous les deux, par leur vision idéologique et fantasmée. L'attachement que j'avais pour Charles X m'obligeait d'ailleurs à lui découvrir la vérité. Je lui demandais une audience particulière qu'il m'accorda. Encouragé par son accueil, plein de bienveillance et de grâce, je lui peignais avec force le péril qui s'annonçait. Le mécontentement, lui dis-je, est extrême. Il n'atteint pas encore à la vérité la personne du roi, qui est toujours respectée, mais cette limite, il est sur le point de la franchir. L'influence de l'opinion s'exerce même sur les régiments de la garde que votre majesté a envoyés pour la répression des incendies. Ils reviendront moins dévoués qu'ils ne sont partis. Le roi m'écouta longtemps, sans m'interrompre. Enfin, s'inclinant un peu et répondant au fond de ma pensée, il me dit ces paroles, que les circonstances qui suivirent ont rendu remarquables. Je suis fort content de mes ministres, mais en serais-je mécontent, vous sentez bien que je n'en prendrai pas ce moment pour les renvoyer. En sortant de chez le roi, je me rendis donc chez le prince Polignac, à qui je fis un rapport semblable. Ce ministre me donna sur le champ la mesure de son imprévoyante présomption. Toute agitation n'est qu'à la surface, me répondit-il, elle n'a aucune profondeur. Quelle profondeur de vue quand même, Polignac, c'est quelque chose de surprenant. Et pourtant, les ambassadeurs des grandes puissances, inquiets des rumeurs qui circulaient, rédigèrent des notes pour représenter qu'un coup d'État exposerait la tranquillité de la France et compromettrait le repos de l'Europe. Polignac leur répondit qu'il n'y aurait pas de coup d'État. Les ordonnances parurent et 4 jours après, les ambassadeurs blessés d'avoir été ainsi abusés regardèrent passer la royauté légitime sans rien essayer pour elle. Le prince Polignac disait « Il y aura sans doute un peu d'émotion, mais quelques gendarmes suffiront pour la dominer ». C'est avec cette inconcevable imprévoyance qu'il lança au milieu d'une population aigrie et exaspérée les ordonnances qui blessaient les intérêts d'un grand nombre et privaient une foule de citoyens des droits que la loi leur avait concédés. Et ici se termine ma carrière politique. Serviteur de la branche aînée des Bourbons, j'avais été honoré de sa bienveillance et de ses bienfaits. Je me serais abjuré moi-même en me ralliant à ses ennemis. Je n'en eus pas la tentation. Quand on est hautement entré dans une voie, il faut y persévérer. L'estime de ses contemporains est à ce prix. Ma carrière est terminée. Peut-être, si elle se fut prolongée, mon passage sur cette terre eût-il laissé quelques traces dans la mémoire. Il ne restera de moi que ces lignes qui n'auront sans doute pas de lecteurs. Oui, quelques-uns peut-être, puisqu'ils pensaient peut-être. Je finis d'écrire ces souvenirs en 1840. Près de 10 ans se sont déjà écoulés depuis la Révolution de Juillet. Et il nous dit, considération sur la France, la passion de l'égalité ne s'éteignit point. Les différents gouvernements qui se succédèrent regardèrent la nécessité de l'aménager comme la première condition de leur existence. Cette passion conçue de vives alarmes pendant la Restauration, la classe moyenne fit la Révolution de Juillet pour empêcher les anciennes supériorités de reparaître. Mais mieux avisée, elle ne céda que d'un instant du secours du peuple et s'occupa aussitôt de comprimer son élan. Et là, nous avons passé une page d'histoire, c'est la Révolution, c'est la montée au pouvoir de Louis-Philippe et la Révolution de 48, c'est-à-dire que le début de la Révolution de 48, les révolutionnaires, enfin,
les bourgeois qui veulent prendre le pouvoir s'appuient sur le peuple qu'on fait descendre dans la rue, puis une fois qu'il a bien descendu dans la rue et que Charles X est bien parti, à ce moment-là, on fait rentrer le peuple chez lui. Quand je lisais dans ma jeunesse l'histoire des guerres civiles de religion, je plaignais profondément les hommes qui ont vécu dans ce temps. Nos descendants, en parcourant notre histoire, comprendront avec peine que nous ayons pu survivre aux malheurs et aux agitations qui occupaient notre carrière. Toutefois, je me suis trouvé moins à plaindre que beaucoup d'autres, parce que j'ai toujours aimé la liberté, et que profondément pénétré de l'égalité des hommes devant leur Créateur. Je n'ai jamais détesté dans l'égalité que ses excès. Voilà, on s'arrêtera là. Hein? Oui, après, donc, Hervé de Tocqueville se retire, et après la mort de sa femme, Madame Guermarquer, qui était la femme de son homme d'affaires à Lannion, vient s'occuper de Madame de Tocqueville qui est en train de mourir, et finalement, elle vit avec Hervé de Tocqueville. Et André Jardin nous dit qu'il y a eu un mariage morganatique. Toc, 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 ça fait partie des erreurs, puisque Madame Guermarquer est retournée ensuite à Lannion, où elle est enterrée près de son mari, et l'acte d'état civil ne mentionne aucun autre mariage. Voilà, mais les biographes font parfois de ces inventions. Voilà. Hervé de Tocqueville est mort à Clairoy le 9 juin 1856. Il avait publié une histoire philosophique du règne de Louis XV en 1847 et un coup d'œil sur le règne de Louis XVI depuis son avènement à la couronne jusqu'à la séance royale du 23 juin 1789. Bon, ça c'est un tableau que vous pourrez retrouver, c'est la généalogie des Tocqueville et qui vous ramène sur les éléments que j'ai signalés au départ. Et ça c'est le même tableau qui est ici, qui vous permet de reprendre l'histoire de cette affaire-là, de la famille, comment Hervé a été le dernier d'une lignée et le premier de la lignée suivante. Et je vous remercie de votre attention. Eh bien, il nous reste à remercier Jean-Louis pour cette remarquable présentation, parce que tu nous as fait à la fois découvrir qui est Hervé de Tocqueville, dont on parle assez peu, et comme on vient de l'évoquer à l'instant, au travers de son parcours politique, c'est aussi un éclairage intéressant sur la Restauration. Et on voit finalement dans les conclusions combien cet homme est tiraillé d'un côté entre la fidélité qu'il a pour les Bourbons, hein, car comme tu le disais, notamment par rapport à Charles X, il en est très proche, hein, c'est un homme de cour. Et puis, ce regard critique, cette lucidité qu'il a, mais qui ne pourra pas être entendu ni par Louis-Philippe, ni par Polignac. Donc ça nous encourage à nous procurer ou aller consulter sur le site de l'Université québécoise les mémoires d'Hervé de Tocqueville. Encore un très grand merci à toi. Merci à vous de votre attention, malgré la chaleur.